Prenez place, On va juste donner 3 exemplaires. Moi, je crois qu'on va se rapprocher. Africaine numéro 1, là. Ça fait un peu aussi, hein. C'est pas fait, non, quand c'est pas fait. Oui, c'est vrai. Alors, c'est 240, c'est pas vrai. Ah, vous avez la coopérative, ça? Oui, mais j'ai fait... Nous sommes très heureux de vous avoir aujourd'hui pour la dédicace de ce premier ouvrage qu'on va dire un premier bébé de cette nouvelle maison d'édition. Et je mets mes lunettes pour bien commencer le nom de Meltem Édition avec la directrice qui est présente parmi nous et qui nous fera le plaisir de nous présenter aussi son nouveau bébé. Alors, je tiens d'abord à excuser M. Ardouma, qui est le vice-président de la Fédération française des clubs pour l'UNESCO, parce que comme il est breton, hein, le breton ça fait loin là-bas, donc il s'excuse, donc il m'a demandé, en accord avec l'auteur du jour, de pouvoir introduire cet échange, parce que lui, quand on a préparé cette soirée, il a insisté que ce n'était pas une conférence de presse, c'était plutôt des échanges, partages, pour essayer de rompre un peu avec sa timidité, alors qu'il n'est pas si timide que ça, c'est plutôt quelqu'un qui a travaillé avec le père. Là, maintenant, voilà, nous allons voir ce qu'il a fait. Il a fait un travail colossal qu'il va avoir le plaisir de nous présenter. Il sera constamment échangé avec le conseil municipal de Beson, qui est le référent de la plateforme panafricaine Raymond Ayoui, et qui va échanger avec lui, et puis avec Mireille, qui se présentera donc à vous tout à l'heure, parce qu'elle aussi elle a une casquette, donc elle saura vous le présenter, mais qui va échanger sur cet ouvrage. Alors moi personnellement, moi je me présente, je suis Robert Popa. Je suis éducateur spécialisé, je suis responsable de l'Association internationale Culture sans frontières et en même temps un des administrateurs de la plateforme panafricaine et membre aussi, nous travaillons aussi avec la Fédération française ou l'UNESCO. Voilà, donc tout le monde est ainsi présenté. Alors j'informe le public que chacun qui prendra la parole va se présenter et puis donner son point de vue sur l'ouvrage. Alors, avant de donner la parole à l'auteur, il y a juste, je vous avoue que je n'ai pas lu l'ouvrage, mais j'ai été attiré par la question de droit d'aînesse. C'est cette question de droit d'aînesse qui a attiré mon attention d'accepter de pouvoir échanger avec vous et l'auteur sur cet ouvrage. C'est pour ça que je vais lui donner la parole. Il va faire son mot d'introduction, qui est un mot aussi à la de sa présentation et de présentation de son ouvrage. Et puis après, Raymond Ayoui et Mireille vont chacun à tour de rôle échanger avec lui sur l'ouvrage et puis la parole reviendra à vous. Merci. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, être auteur d'un livre ne veut pas forcément dire être un bon orateur. Merci. On te connaît en bon orateur. Mon livre, comme son titre l'indique, est le résultat de mon désaccord avec un certain discours qui veut que dans les drames du continent noir, on montre toujours du doigt les autres, notamment les Occidentaux, ce qui évidemment ne veut pas dire que je n'y ai pas dénoncé leurs crimes dans ce continent. En effet, rarement on évoque la responsabilité des Africains eux-mêmes, soit en tant qu'auteurs, soit en tant que complices. Ce qui est préjudiciable au développement du continent, car beaucoup de dirigeants
prennent pour prétexte la culpabilité des autres pour occulter la leur et exercer ainsi leur pouvoir en toute impunité, avec comme conséquence l'immigration forcée. Je veux dire l'exil politique et l'immigration économique. Et cela juste à l'époque où, en Occident, certaines voix avec courage et remords s'élèvent pour condamner les crimes de la traite négrière, du colonialisme et du néocolonialisme. Mon livre comprend donc 3 parties. Il y a la partie introductive, la partie où je présente les causes de la tragédie et la partie où je propose quelques pistes de solutions. Dans la partie introductive, j'invite les Africains à se livrer à une véritable autocritique de leur propre défaillance à tous les niveaux, politique, économique, social ou humain, stratégique, militaire, etc., avant, pendant et après la colonisation. Avant la colonisation, j'explique comment l'esclavage interne, le droit d'aînesse, le refus de la contradiction, etc., ont conduit à la domination du continent d'abord par les Arabes avec le Coran, ensuite par les Européens et leurs missionnaires avec la Bible. Eux qui au départ n'étaient que des simples marchands. À cette époque, quel était alors le rôle de la politique en tant qu'activité humaine par laquelle un groupe au pouvoir assure la concorde intérieure et la sécurité extérieure? Pendant et après la colonisation, je montre aussi comment certains héros ont été trahis par leurs propres frères africains. Et les exemples ne manquent pas. Lumumba et ses compagnons Polo et Okito, dont les corps sont dilués dans l'acide sulfurique après avoir été battus, torturés et abattus. Nkrumah qui meurt en exil. Ngouabi, Sankara, Kabila Père qui sont abattus par leurs propres frères d'armes. La liste est tellement longue pour m'y attarder. À cela, il faut ajouter des millions de personnes qui croupissent dans la misère absolue parce que les plus puissants qui s'enrichissent dans l'impunité préfèrent placer leur fortune dans les paradis fiscaux. Honnêtement, et c'est toujours la faute des autres. Et c'est toujours les autres qui leur intiment l'ordre de ne pas construire des hôpitaux en Afrique, de ne pas investir ou de ne pas y investir ou d'affamer leurs propres compatriotes. À force de culpabiliser toujours les autres, les Africains ne font-ils pas l'aveu de leur impuissance à comprendre ce monde en donnant même l'impression, voire la certitude, qu'ils n'y vivent que pour servir? D'ailleurs, leur histoire douloureuse l'atteste depuis la nuit des temps. Je mets en cause 1. Le tribalisme, surtout après les indépendances, en tant que vision ethnocentriste des rapports sociaux, c'est-à-dire une organisation sociale basée sur le favoritisme et les injustices, parce qu'on juge les membres de sa tribu par la fête et ceux des autres des tribus voisines par les valeurs. D'où l'absence d'objectivité et de justice entre les enfants des mêmes pays lorsqu'ils sont en désaccord ou en conflit. 2. Le droit d'aînesse en tant que conception de l'autorité des aînés sur les cadets, fondé sur un déterminisme rigoureux et unilatéral. Avec une vision verticale ou pyramidale de leur pouvoir, les aînés se comportent toujours en dictateurs hostiles à toute contradiction, ce qui crée une frontière psychologique entre eux et les cadets, condamnant ceux-ci au silence et à la résignation. Honnêtement, peut-on donc devenir démocrate au niveau du pays quand on ne l'est pas dans sa famille, dans sa tribu, dans son parti politique ou dans son église? Je mets aussi en cause la méconnaissance délibérée
des exigences de la société industrielle en tant qu'état positif dans l'évolution des sociétés. Autrement dit, une société dans laquelle le développement économique est la première des priorités. Or, pour sortir notre pays de la misère et de la pauvreté, à quoi assistons-nous lors des débats? Sinon qu'à de querelles idéologiques, juridiques, religieuses, etc., avec les recettes dignes des temps anciens. Je fais ici allusion aux recettes des États théologiques et métaphysiques dont parlait Auguste Comte. Dans la troisième partie, je propose quelques pistes de solutions dans les domaines politiques, économiques et éducatifs. Dans les domaines politiques, je propose premièrement d'associer à la vision classique et normative des trois fonctions de l'État héritées de Montesquieu, à savoir la fonction législative, la fonction exécutive et la fonction judiciaire, je propose donc d'y associer la vision empiriste, laquelle expose les tâches ou les fonctions qui sont en fait assurées par le système politique. Ceci pour démontrer que la vision classique jette, sans qu'on s'en rende toujours compte, la confusion dans les esprits, surtout en Afrique. Car elle fait malheureusement croire à beaucoup d'Africains que l'État, c'est-à-dire le système politique, n'a que des droits et jamais des devoirs vis-à-vis des citoyens. D'où l'engouement de tout le monde pour la carrière politique. Tandis que la vision empiriste montre au contraire que le système politique a aussi des contraintes à travers ses fonctions, notamment celles de mobilisation des ressources matérielles et humaines, de régulation des rapports entre les individus, de distribution, de répartition des richesses, de son maintien et de son adaptation. C'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi certains partis politiques dans les démocraties modernes hésitent parfois à entrer au gouvernement de peur d'être sanctionnés par les électeurs au cas où leurs promesses n'étaient pas tenues. Deuxièmement, je propose de faire de la culture politique et non de la structure politique l'élément clé du système politique. Car les institutions politiques ne peuvent mieux fonctionner, surtout en Afrique, que s'il existe une culture politique en tant que socle qui invite tout le monde à regarder dans la même direction. En d'autres termes, une culture politique qui encourage la construction de la nation et non le repli tribal ou ethnique. Dans le domaine économique, j'insiste sur la nécessité d'encourager ou d'engager les réformes favorisant l'essor des entreprises avec l'introduction des rationalismes dans les pratiques managériales grâce à la formation. Sur le plan éducatif, je suggère premièrement que l'école forme dès le primaire les enseignants qui peuvent être, faute de moyens souvent, en même temps des éducateurs. Ceci pour qu'en tant qu'enseignants, ils diffusent ou transmettent les savoirs et qu'en tant qu'éducateurs, ils enseignent la loi. Droits et obligations des citoyens, droits instruments de répression et droits instruments de protection. Deuxièmement, en matière de socialisation des enfants, je suggère qu'on associe à l'approche psychologique l'approche sociologique afin de montrer que certains comportements des jeunes, violence, décrochage scolaire par exemple, peuvent aussi avoir pour origine l'environnement social où ils évoluent et non pas toujours leur volonté individuelle. Pour conclure, mon livre essaie tout simplement de démontrer que la tragédie de l'Afrique noire, et c'est bien avant la colonisation, a en partie pour origine l'absence du développement politique dans nos États, lequel développement politique leur aurait permis, en tant que centre de décision, d'apporter des réponses aux exigences de leur environnement interne et externe. Je vous remercie. Alors, si
si je vous avais présenté l'auteur avant même qu'il se présente à vous, vous aurez dit que c'est moi qui peint l'auteur, qui lui met en haut des strates, comme j'ai l'habitude de faire en ce qui concerne les artistes. Et comme vous l'avez écouté vous-même, je vais vous dire que M. Tambel Waïta, je crois, Tamboué-Vounia, est titulaire d'un doctorat. Non, doctorant. Il est doctorant, titulaire d'un DESS et d'une maîtrise de sciences politiques de l'Université de Paris-Sorbonne. Et aussi, il a été conseiller au ministère de l'économie du gouvernement du président Laurent Désiré Kabila. Et comme vous l'avez entendu, je ne savais pas, je viens de le découvrir, chers collègues, bonsoir, parce qu'il est éducateur comme moi. Donc, il a été éducateur dans un institut à Essonne, dans l'Essonne. Et donc il a dit beaucoup de choses. Moi, j'ai résumé, j'ai fait un petit résumé qui est pour moi, en ce qui concerne l'immigration. J'ai fait la déclinaison de l'immigration en 3 M, c'est lui qui l'a dit. Le premier M, il a parlé des missionnaires. Pardon, c'est le 3e M qui intervient. C'est les bases militaires. Et oui, parce que quand l'Afrique se divise, et les gens qui interviennent comme des sauveteurs en humanité en détresse mettent des bases militaires. Cela qui termine. Il n'a pas terminé, mais il a plutôt ouvert, n'est-ce pas, des échanges. Monsieur, merci de me recevoir, merci de m'avoir invité aux éditeurs, Meltem, qu'il faut le citer. J'ai été invitée parce que nous nous sommes rencontrés au précédent et parce que nous avons échangé avec l'écrivain et parce que je représente une association qui s'appelle Conseil international représentatif des binationaux francophones et francophiles. Par concours de circonstances, si je vous rejoins maintenant, c'est parce que juste avant, j'ai fait un plateau en direct sur Africa numéro 1 qui concernait les crises migratoires. Donc, qui rentre aussi dans le cadre de ce que vous avez évoqué là. Ce que moi, je peux en dire, vous avez évoqué 3 M. Je peux les reprendre, les 3 M. Mais moi, je les reprends autrement. Je dirais, le premier M, je dirais maternel. Le deuxième, je dis municipalisation. Et le troisième, je dirais ministère. Et je m'en explique parce que dans tout ce que monsieur, pardonnez-moi, parce que moi aussi je vais avoir du mal. Monsieur Vounia. Merci. Monsieur Vounia a expliqué. Tout part aussi. Il a parlé beaucoup de rites et de culture. C'est de culture traditionnelle, de culture africaine. Il y a une évolution des mentalités à faire, mais il y a aussi avant tout une introspection. Il y a après, pour faire développer la démocratie et instaurer un changement dans un état d'esprit et un état institutionnel, il faut que les civilisations, les populations puissent évoluer. Il faut qu'on leur mette des choses à disposition, mais il faut faire un travail, pour moi, d'introspection. On ne peut pas faire une démarche, entamer un processus, si au départ on n'a pas établi un plan, défini un plan. Donc il y a des éducations à faire, ça commence aussi dans le foyer, ça commence au sein d'une famille, ensuite ça sort du cadre de la famille, ça rentre dans le cadre de la politique, ça peut rentrer dans le cadre de la politique de la vie, au niveau de la jeunesse et de la citoyenneté et de l'apprentissage du civisme et des codes de langage public, et jusqu'à ce que ça arrive aux autorités publiques, donc jusqu'à ce que ça arrive à un ministère et que ce soit géré en cela. Donc, ce que je peux d'ores et déjà résumer de prime abord, et je vous laisse la parole, je reprendrai par la suite. Parfait. Alors, monsieur Aïoui, que je vous ai sommairement représenté, mais donc, je vais me permettre de le présenter encore une fois de plus. Monsieur Raymond Aïoui, il est conseiller municipal de Beson depuis un certain nombre d'années. Il est le référent de la plateforme panafricaine qui va faire une caravane là, ces jours-ci. Là, ça a commencé pour justement poser des questions, n'est-ce pas, aux candidats aux élections présidentielles. Et le mot d'ordre, c'est mon candidat, c'est l'Afrique. Et surtout, et c'est parce que Mireille a parlé de la politique de la ville, de tout ce qui peut se passer dans une municipalité. Lui, en tant que conseiller municipal de Beson,
depuis 12 ans, parce qu'on fait la 12e année. Et il y a un concept dont il porte, qui fête la 12e édition cette année, qui s'appelle l'Afrique a besoin. En fait, c'est l'Afrique A. Ça consiste à, quand vous habitez dans une municipalité, vous ne savez même pas. Il y a des gens qui habitent la municipalité, qui ne connaissent même pas où se trouve le maire, la mairie, qui ne connaissent pas où se trouve la poste, qui ne connaissent pas où se trouvent, n'est-ce pas, les sapeurs-pompiers et tout ça. Et puis, ils revendiquent les droits. Vous revendiquez les droits que vous ne connaissez pas. Donc là, l'Afrique a besoin, ça consiste donc à parler de la culture africaine. La culture dans tous ses sens, dans tous ses états. La famille africaine, les valeurs africaines, ce dont il est porteur. Et on fait la 12e édition. Je lui laisse la parole pour qu'il dise ce qu'il en pense. Et puis qu'il échange avec l'auteur, parce que c'est le jeu aujourd'hui, d'échanger avec l'auteur pour le rompre dans sa timidité. Je reprends. Merci Robert. Mesdames et messieurs, bonsoir. Moi j'ai plaisir à répondre favorablement à votre invitation pour échanger sur ces questions inhérentes au développement de notre continent, l'Afrique. Moi je suis profondément africain et je suis fier de l'être, et dans ma petite commune où je suis élu depuis 2 mandats maintenant, c'est la tête haute que je le dis, et fier de l'être. On ne m'empêchera pas de manger mon gombo à la maison, on ne m'empêchera pas de porter mon pagne traditionnel quand il fait beau, parce que ce sont des valeurs, et je pense que la diversité et la richesse de la France passent aussi par ces valeurs-là, et qui sont des valeurs d'humanité tout simplement. Le livre, pour faire court et venir au sujet qui nous réunit ce soir ici, le livre part d'un désaccord, si j'ai bien compris, désaccord qui concerne le développement de l'Afrique, parce que fréquemment des Africains ou nombre d'Africains refusent d'assumer, on va dire, leurs responsabilités en mettant toujours, en jetant l'opprobre sur l'Occident, qui est le malheur ou le frein du développement du continent. Alors que nous devons commencer à regarder d'abord nos propres valeurs, puisque vous avez cité des valeurs comme les valeurs de tribalisme, des valeurs de népotisme, des valeurs de droits d'aînesse, qui sont beaucoup de freins au développement. D'autres avant vous ont écrit, ont sorti des livres notamment, et si l'Afrique refusait le développement. Je pense que ça rejoint un peu quelque part ce que vous pointez du doigt et qui est un mal chronique qui ronge ce que les Africains entendent ne pas regarder, ou en tout cas beaucoup ne veulent pas regarder en face pour pouvoir apporter des solutions. Vous avez touché les causes, vous avez cité un certain nombre de causes, on y reviendra. Vous avez énuméré quelques pistes de solutions, on va y revenir, on va s'y arrêter pour regarder si ensemble nous pourrions faire progresser un peu l'échange. Et je voudrais tout de suite commencer par ce postulat. On dit souvent, je pense qu'on est d'accord, il y a plusieurs Afriques. Il y a plusieurs Afriques, même s'agissant de l'Afrique noire, il y a plusieurs Afriques. Et votre livre, je n'ai pas eu, pour l'instant en tout cas, l'occasion de le lire de bout en bout, mais les sommaires et les choses les bribes que j'ai pu ramasser en passant rapidement, puisque je vous avoue que c'est hier que je sais que j'ai su que bon, je dois pouvoir y répondre, parce qu'on ne m'a pas pu prévenir un peu plus tôt, et donc je prends comme ça au pied levé, mais je dis que si je suis disponible, j'y serai, et donc je suis là, et ça m'est plaisir que je vais échanger sur ce que j'ai pu ramasser rapidement. Avant de pouvoir
vous voulez redonner la parole. Je dirais, partant du fait que vous faites un constat au travers des valeurs sur l'Afrique noire et le cas spécifique du Congo, Kinshasa, comme une sorte de conséquence naturelle de ce que l'Afrique noire traîne comme boulet s'agissant du tribalisme et de Douardanès, le fait qu'on ait plusieurs Afriques, est-ce que, moi je commence comme ça à poser la question, est-ce que vous êtes dans la certitude que ce que vous êtes en train de pointer du doigt quand on quitte l'Afrique australe et qu'on vient en Afrique centrale en passant par l'Afrique de l'Ouest, ces valeurs, on est unanime là-dessus que c'est réellement un frère. Je pose cette question parce que quand on regarde un peu le paysage du développement aujourd'hui en Afrique, il y a, je dirais, certains pays, pour ne pas les nommer, anglophones, qui sont anglophones, ou même, je dirais, lusophones, certains qui sont beaucoup plus développés que d'autres. Je veux faire l'allusion aux pays, par exemple, francophones, qui sont un peu les derniers de la classe, s'agissant du développement, pour ainsi dire. Est-ce que les valeurs que vous pointez, vous êtes dans la certitude que ces valeurs, s'agissant de l'Afrique australe, en passant par l'Afrique de l'Ouest, en tout cas en passant par l'Afrique centrale jusqu'en Afrique de l'Ouest, on est toujours sur les mêmes longueurs d'onde. Oui. Alors, la question de Raymond Aïwi est une question fondamentale, mais je sais que l'auteur va y répondre parce qu'il a donc écrit beaucoup là-dessus. Et parce que quand on observe, moi je suis d'origine camerounaise, hein, vous voyez bien ce qui se passe au Cameroun en ce moment. Hein, il y a le nord et alors, donc c'est aussi cette question-là aussi. Et cette question que Raymond Aïwi pose à l'auteur, c'est la même qui peut être posée aussi à l'auteur. Moi personnellement, en question de tribalisme et de Douardanès, je suis nuancé, hein, parce que bon, moi, j'aime bien mes aînés, même si de temps en temps, ils peuvent me connaître dessus, parce que quand même, c'est des points de repère. Sauf qu'il ne faut pas qu'ils abusent quand même, parce que s'ils en abusent, moi, je vais leur dire quelque chose. Donc, avant qu'ils me prennent la parole pour répondre, j'aimerais que déjà, parmi le public, il y ait quelques personnes qui donnent un point de vue. C'est justement ça. C'est là où je vais en venir. Et l'auteur se permettra donc de noter les points de vue des uns des autres parce que ça va lui permettre, lui, de pouvoir confirmer ce qu'il a écrit et d'enrichir les préconisations qu'il a faites par rapport à ce qu'il a dit. Donc, Mireille, vous avez la parole. Ce que a dit notre ami en bout de table est tout à fait juste. Il y a plusieurs, Raymond est tout à fait juste. Il y a plusieurs Afriques. Il y a les Afriques, comme il a dit, il y a lusophone, il y a germanophone, il y a francophone. Et selon où on se situe par rapport, si on dit lusophone et anglophone ou francophone, c'est par rapport à l'usage de la langue et par rapport au lien historique. Nous savons aujourd'hui que dans la problématique et ce qui est très, très marqué, très mis en avant, c'est le problème sur l'Afrique francophone. Et l'Afrique francophone, donc c'est l'Afrique subsaharienne et une partie aussi de l'Afrique du Nord. D'une partie, puisque l'Algérie n'est plus normalement francophone. Elle ne fait plus partie de la francophonie. Et ça pose un grand problème de flux migratoire. Et le flux migratoire est intimement lié, mais ça n'est pas obligatoire, avec le développement et le co-développement. Et sur l'espace francophone, d'Afrique francophone, c'est là que sont concentrées les plus grandes richesses. S'agissant des liens historiques de ces pays d'Afrique, nous savons aussi que, par exemple, la partie de l'Est et la partie de l'Ouest, le développement n'est pas le même. Le développement n'est pas le même, la création de richesses ou d'économies n'est pas la même. Le flux migratoire, il y en a partout en Afrique et à l'extérieur, sur les autres continents, ça n'est pas aussi la même intensité. Donc il faut se dire aussi quelles sont les démarches qu'il faut avoir. Il faut aussi
Je dirais que le peuple africain dans son ensemble a besoin de dépasser sa zone de confort et de maîtrise, de se prendre en main et de ne pas demander de l'aide et d'être antinomique, d'avoir une action et demander son contraire à la fois. Il faut, je dirais aussi ceci parce que j'ai interpellé un ami d'une société du CAC 40 en France, où je lui ai dit, mais il était anormal qu'aujourd'hui, que la France perde des parts du marché, enfin aujourd'hui, mais depuis un certain temps, des parts de marché sur l'espace francophone, Afrique francophone, et veulent toujours s'imposer en tant que partenaire privilégié. Maintenant, quand les Africains de l'espace francophone sont à se dire, mais comment on fait? J'ai dit, mais aide-toi et le ciel t'aidera. J'ai dit, prends-toi en main, fais-toi souffrance et puis va jusqu'au bout, fais preuve de dépassement de soi-même. Je dis aussi ceci, mais par rapport aux liens historiques qui nous lient avec la France et qui sont liés à la francophonie culturelle et qui doit aujourd'hui transgresser sur une francophonie économique, il est clair qu'avec le lien historique que nous avons avec la France, si la France n'a pas une culture de compétitivité, comment voulez-vous que dans la transmission, ça aille influencer sur les Africains francophones? Les Africains francophones sont aussi en France, et en étant en France, on pourrait plutôt aussi s'appeler des euro-africains ou des franco-africains. Et j'aimerais aussi appuyer sur et après je vous laisse la parole, sinon je vais être trop loquace. J'aimerais appuyer sur un fait, c'est qu'en France, on a appuyé sur, parce que la langue française est tellement riche, il y a plusieurs terminologies pour nous définir. Par rapport aux politiques, on s'appelle diversité ou ici l'immigration, et par rapport aux populations concernées, elles se décrivent comme diaspora. Donc il y a pas mal de choses à établir, mais il faut aussi qu'on arrête de parler, de s'arrêter sur des constats et des postulats, et c'est le cadre de notre rencontre aujourd'hui, parce qu'à la fin du thème, c'est ma perspective. Ok, parfait. Quelqu'un d'entre le public peut donner un point de vue pour enrichir un peu ce que dira l'auteur, parce que... Je risque d'être perdu là. Oui. Quelqu'un a la parole ou pas? Si la personne, moi je peux prendre la parole. Allez-y, je vous écoute, madame. Présentez-vous. Alors, quand on parle de l'Afrique qui ne se prend pas en charge, qui pointe toujours les autres, sans vouloir me faire l'avocat de l'Afrique, je reviens à l'histoire de l'Afrique qui rentre en interaction avec le colonialisme. Lorsque les colons arrivent en Afrique, je peux prendre l'exemple de certains pays d'Afrique centrale. Il existe des royaumes, des royautés. Et ces royaumes concernent des ethnies. Et au sein de ces ethnies, dans chaque ethnie, il y a un roi. Je vais prendre l'exemple, par exemple, du Cameroun. Nous avons, par exemple, la tribu Douala, où il y avait toujours un roi, Douala. On va prendre l'ouest, avec les Bamou. C'est un sultan. Dans le nord, on parle de l'Amida, dirigé par un Lamido. Alors, avec toutes ces tribus-là, qui ont une histoire, qui ont la même histoire, qui ont vu défiler l'islam, qui ont vu défiler les chrétiens, les prêtres, avec la Bible. Il y a eu, à mon sens, déjà un choc culturel à la base. C'est-à-dire que la culture occidentale arrive excusez-moi, et qui essaie de transmettre certaines valeurs en passant par la religion. Vous voyez? Ces populations-là
qui reçoivent les colons et qui sont maintenant appelés à transcender tout ce qui s'est passé. Tout ce que vous savez, la traite négrière, l'esclavage, et ainsi de suite, se trouvent en situation de recevoir l'indépendance. Il y a les indépendances qui arrivent. Mais avant les indépendances, il y avait ces groupuscules de royaumes qui ont formé maintenant une nation, un pays. Donc, premier choc, nouvelle culture, colonisation. C'est pas facile. Pour revenir sur les questions tribales, il faut beaucoup de temps. Il faut beaucoup de temps pour créer une véritable unité nationale. Je vais prendre l'exemple de la France. La naissance du communautarisme part de quoi? Les personnes qui ont les mêmes problèmes se regroupent pour essayer de trouver des solutions à leurs problèmes. Donc, pour revenir en Afrique maintenant, après les indépendances, plusieurs années après, on commence à parler de démocratie. Est-ce qu'ils ont eu le temps de digérer l'indépendance, de créer une unité entre eux? Et si ces peuples restent divisés, est-ce un avantage ou un inconvénient pour ceux qui leur apportent une certaine autonomie ou une nouvelle culture? À mon sens, c'est assez complexe. Je crois qu'il faut beaucoup de temps pour digérer un État à la fois. Il faut du temps. Prenez l'exemple des anciens, des grands pays, des grandes nations. Leur histoire s'est construite en combien de temps? En Afrique, par exemple, de nombreux pays ont fêté le cinquantenaire des indépendances. Est-ce que c'est suffisant pour... à mon sens, c'est pas assez. C'est vraiment pas assez. Parce qu'il fallait commencer par régler ces problèmes de tribus, de royaumes, créer une unité, savoir regarder vers la même direction, comprendre les buts, les enjeux. Je ne sais pas, peut-être que je me comprends seule, je ne sais pas si vous arrivez à suivre un peu ce que je dis. À mon sens, c'est assez complexe. C'est pour ça que je dis, moi, je ne pointerai pas du doigt un individu. Les responsabilités, à mon sens, sont partagées. Et ce n'est pas un problème où on peut responsabiliser un peuple, une couleur à la fois. Je pense que les torts sont partagés. C'est un problème très complexe, très complexe. Et il faut qu'il y ait des volontés, mais vraiment de bonnes volontés. Il faut qu'il y ait vraiment, il faut que l'ONU réveille peut-être encore un peu plus les consciences de tous pour une résolution du problème africain. Il ne va pas être résolu comme ça, en désignant tel ou tel. À mon sens, les responsabilités sont partagées parce que c'est un peu de tous les côtés qu'il y a beaucoup de choses à revoir si on veut vraiment le décollage de l'Afrique. Alors, les responsabilités sont partagées? Bien sûr. D'accord.